Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait un double segment. On commence avec un au son de la cloche et on termine avec un place au débat. Donc vous allez voir, les deux sont un peu en lien avec des sujets qu'on a fait. En fait, le temps passe tellement vite et on défile d'un épisode à l'autre que je pourrais même plus vous dire c'est quand qu'on en a parlé. Mais on a fait les deux sujets, on a brièvement abordé dans des épisodes passés, vous allez voir. Donc c'est un peu un update, un beaucoup plus drastique. En fait, les deux sont relativement drastiques, mais le second, vous allez voir, est un peu plus drastique que l'autre. Mais avant toute chose, on peut dire que le disclaimer est pertinent. On ne peut pas nécessairement dire que c'est lié à une compagnie qui est forcément listée pour bien longtemps ou qui se porte très bien en termes de listing. Mais je te laisse quand même, Gab, pour le disclaimer de début d'épisode. Ouais, bah c'est vrai que peut-être pour cet épisode-là, ça reste d'être un épisode un peu plus d'opinion, puis de peut-être de revue d'actualité. Donc, n'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on dit, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation pour faire tel ou tel move. Vous avez toujours à prendre contact avec un expert quiconque est autorisé à vous émettre ces recommandations. J'en profite aussi pour en tout cas d'utiliser le temps du disclaimer, peut-être pour faire une petite update aussi par rapport à l'épisode de la semaine passée, peut-être une petite coquille qui serait à corriger. Vous le savez, avec la fameuse élection à la Chambre des représentants, ça y est, c'est fini. McCarthy a finalement eu, après plusieurs déboires, effectivement, finalement le poste de speaker. Par contre, je crois qu'on avait dit, et je dis bien je crois, parce que j'ai le souvenir qu'on avait dit effectivement que c'était peut-être la frange la plus à gauche du parti républicain qui était opposée à McCarthy. C'était une erreur, c'est plutôt le contraire. En fait, c'était l'aile la plus trumpiste. Le résultat est le même, c'est que tu avais quand même un support quand même des pro-Trump pour McCarthy, mais tu avais une frange marginale qui voulait faire bloc, évidemment, pour aller chercher, gruger, gratter le plus possible davantage. Le résultat est tel qu'il est, c'est qu'aujourd'hui, McCarthy est quand même dans une situation, on va dire, un peu plus de faiblesse. Mais bon, c'est un peu ce qui va se passer. Et je pense que là, pour le coup, l'épisode d'aujourd'hui va être aussi pareil, une espèce de petit update, revue d'actualité tranquille. Ça, le but étant pas d'être parfaitement expert, en tout cas, dans ce sujet d'actualité, mais plus de nous donner aussi peut-être une opinion aussi, puis peut-être ce qu'on pense de ce qui se passe en ce moment. Ouais, exact. Puis tu sais, je pense, vous l'avez aussi vu, là, on a fait une période où on parlait énormément des sujets d'actualité, tu sais, un peu pessimistes là, sur ce qui se passait avec l'inflation et tout, puis la situation économique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles présentement qui y touchent. Là. On ne peut pas passer à côté du fait qu'on va devoir toucher certains sujets là, qui font l'actualité à ce niveau-là. Là, la fameuse récession qu'on parlait là, avec un peut-être là, continue à se tramer. Je pense qu'il y a beaucoup de bons sujets qu'on peut parler là-dedans. On veut garder un peu de positivisme en ce début janvier 2023, là, mais sachez qu'effectivement, on a quand même plusieurs sujets en réserve qu'on veut aborder là-dessus là, pour entamer le volet de récession. Mais pour aujourd'hui, comme on l'a dit, là, entamons le premier segment de l'épisode avec le au son de la cloche. Parfait. Donc premier petit suivi, t'en parlais, c'est un sujet proposé par Gab. Là, on voulait faire un suivi sur ce qui se passait avec SBF, avec Sam Bankman-Fried. On avait parlé, là, comme je l'avais dit, là, on a fait un topo sur FTX, la chute de FTX. On avait parlé un petit peu de ce qui se passait également là, avec SBF. On veut un peu montrer l'évolution. Là. Les procédures judiciaires ont continué à évoluer et le fameux Ponzi à la Madoff, d'ailleurs, parenthèse, c'est ça qui est curieux. Là, je voulais faire le point là, pour ceux qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent au Ponzi, entre guillemets, ou également à Madoff, on en avait parlé dans un épisode passé aussi. Là, il y a une très bonne série qui est sortie sur Netflix, donc je vous le recommande. En fait, FTX, c'est un peu un Ponzi à la Madoff à bien des égards. On est deux d'ailleurs à recommander la série, c'est Absolument, très bon. c'est excellent. C'est vraiment très bien détaillé, très rapide à écouter aussi. Là, donc, ceux qui s'intéressent, très, très, très intéressant, je dois dire. Ce qui est un peu ironique, comme je l'ai mentionné, c'est que plus le temps passe, plus l'information commence à être publiée là, avec les preuves, bien évidemment, là, de la part de la poursuite qui sortent. On réalise que FTX, c'était littéralement ça. C'était
une coquille avec des personnes qui s'en mettaient plein les poches et qui au final ont eu un squeeze de sortie de fonds, là, comme ce qu'on vous avait parlé. Là, les investisseurs chez FTX ont voulu récupérer leurs fonds après toute la logique, là, la relation avec la sortie publique du CEO de Binance et tout. Là, bon, il y avait eu un petit peu de folie, mais ça avait amené le même résultat que dans le contexte de Madoff. Il y avait une demande massive de sortie de fonds. Et au final, ben, dans les coffres de FTX et de Alameda Research, il n'y avait plus rien parce que ces fonds-là avaient été utilisés non pas pour investir et de manière plus légitime, si on peut dire, par rapport à la business de FTX, mais plutôt pour acheter. Et c'est ça qu'on voit maintenant, pour acheter des propriétés un peu partout dans les Bahamas, dans les Bermudes, pour faire des bribes, là, en bon anglais, là, mais envers le gouvernement américain. Donc, c'était une vie de riche et célèbre qui était vécue par SBF et les preuves continuent à le montrer de plus en plus. Après, là, toute la logique des procédures d'extradition, est-ce qu'il va plaider coupable ou non coupable pour... parce que, en fait, moi, ce qui me rend fou un peu là-dedans, c'est que SBF était tellement à l'aise dans les... En fait, il était très... 2022, en 2023, là, mais tellement public sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur les podcasts, malgré le fait que ça avait planté en novembre, FTX, au final, il continuait à sortir publiquement pour même pas se défendre, pour dire ouvertement, ouais, c'est un peu un système pyramidal, ça avait toutes les formes d'un système pyramidal. Il s'est un peu auto-culpabilisé dans tous ces trucs-là, mais il plaide quand même coupable, donc on dit, bon, à mon avis, la preuve est accablante, parce qu'il ne pourra pas passer à côté des, je pense, c'est plus de 115 années, je pense, de prison qu'il pourrait faire s'il est reconnu coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Et on a vu également, là, c'est la CEO d'Alameda Research, Mme Ellison, et je pense le Chief Technology Officer qui ont décidé là, de plaider coupable de leur côté et qui ont voulu, là, qui ont décidé d'aider M. Wang, qui ont décidé là, d'aider les procureurs et d'aider la poursuite là, dans le dossier face à FTX et même plus globalement face à SBF. Là. Donc on retrouve un dossier encore une fois qui m'étonne. Je trouve ça va mettre beaucoup d'emphase. Moi je le vois comme étant un système de Ponzi qui va rester marqué dans l'histoire tout comme Madoff l'était. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est les procédures judiciaires qui sont étonnamment longues et un peu de voir justement les nouveautés. Ce qui m'intéresse, je pense qu'on a fait un bref topo là-dessus à l'époque lorsque FTX venait de tomber, c'est, on n'aurait pas parlé de ça, là, mais bon, le fait de régulariser le monde des cryptos et je pense que là, bon, est-ce que ça prend toujours ça? Ça prend un contexte qui va tomber dans la jurisprudence pour que peut-être qu'il puisse y avoir quelque chose d'intéressant qui se bâtisse là-dessus. Je sais que la SEC et la Commodity Future Trading Commission, je pense, sont sur le dossier également. Donc bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi, ça, Gab, tu avais un point là-dessus, on peut voir d'autres compagnies similaires à FTX que ça va moins bien. Ça allait un peu moins bien au début parce que tout le monde avait peur un peu que FTX soit juste un parmi plusieurs autres. Binance, entre autres, là, dont le CEO avait eu un impact sur la chute de FTX, se porte plutôt mal présentement également. Donc c'est un peu inquiétant plus globalement à savoir bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des cryptos. En fait, tout ce qui sort au niveau des cryptos dernièrement, on dirait que ça ne va pas très bien. Certains vont rire, là, mais je fais un topo également sur. Il y en a qui ont peut-être vu l'histoire pour clôturer avant de ramener ça vers SBF, mais Logan Paul avec son espèce de crypto zoo, je sais pas quoi, qui était aussi un scam épouvantable. Donc, c'est à différents degrés, mais il y a tellement de personnes qui ont été prises dans des scams, qui étaient des pyramides, et ça sort publiquement dans les derniers mois, que ça amène encore une fois SBF comme étant un peu le scapegoat, le porte-étendard de, il va en manger clairement au niveau de sa sentence pour être un peu comme l'avait été Madoff à l'époque lors du plus gros Ponzi de l'époque et être vraiment la source ou l'exemple qui va être utilisé pour l'ensemble de l'industrie et un peu faire peur et peut-être à un certain degré ramener le monde des cryptos sur les rails du moins en termes de compagnies comme FTX. Je ne veux pas avoir de commentaires qui attaquent les cryptos, on l'a dit, et vous savez mon avis sur le fait que ça a un fondement, ça a une utilité. Je pense que les compagnies comme FTX doivent être avoir une meilleure régularisation. Là. C'est pas un très réglementation. Réglementation. À mon avis, là, donc je pense que c'est ce qui va arriver et SBF va y passer pour la cause de ce genre de compagnie-là. Ouais, bah, t'as bien résumé en fait les différents problèmes. En fait, t'as mentionné l'effet boule de neige qui peut avoir lieu dans l'industrie de la crypto. On sait qu'aujourd'hui, l'industrie de la crypto vit aussi grâce à des nouvelles techniques comme le fameux stacking, qui est
espèce de prêt, donc de l'achat effet de levier en fait de crypto-monnaie. Donc ça a comme un effet de boule de neige, parce que quand tu as quelqu'un qui fait défaut sur un prêt, eh ben, ça a des conséquences, des pertes financières pour le prêteur, etc. Donc c'est comme un effet boule de neige en fait qui a lieu, et c'est vrai que on avait peur d'une espèce d'implosion avec l'explosion, la fin de FTX, d'une explosion en fait de l'écosystème autour de plateformes qui sont pour le coup un peu plus sécurisées entre guillemets, ou plus surveillées, ou peut-être un peu moins controversées. Je pense, tu dis Binance, même si Binance est quand même pas mal sous le radar dans les dernières semaines, justement sur est-ce que réellement c'est pas la même chose que FTX au final. Il y a Coinbase aujourd'hui, mais après Coinbase, c'est vrai qu'ils sont en bourse, donc sont beaucoup plus surveillés, et la moindre fraude évidemment est beaucoup plus grave et a des conséquences pour le coup financières qui auront l'intérêt évidemment des régulateurs américains, parce que là tu ne peux plus mentir. La force entre guillemets de FTX et en même temps sa faiblesse, c'est que justement comme c'était une société fermée, avec une structure hiérarchique extrêmement complexe, et ben ça la faisait en sorte qu'elle était très peu transparente auprès des régulateurs, tu vois. D'ailleurs, le type qui a repris, en fait, le CEO qui a repris l'entreprise en fait pour la gérer dans sa faillite, dans son fameux Chapter 11, vous connaissez maintenant ce terme, qui est la renégociation auprès des créanciers. C'est une des deux formes de faillite qu'on utilise aux États-Unis. Chapter 7, c'est une liquidation, c'est la fin. Chapter 11, on essaie de renégocier, on essaie de sauver les meubles. Parfois, ça marche pas, et c'est ce qui risque très probablement de se passer pour FTX. Les créanciers, donc les déposants, dans le cas d'une banque ou d'une néobanque, risquent de ne pas être tous payés. Donc là, dans notre cas, ce fameux CEO, donc s'appelle John Ray III, je crois. D'ailleurs, c'est un nom assez drôle, hein, c'est très américain pour le coup. Qui est un ancien de chez, j'ai perdu le nom, de chez Enron. Le gars a géré, si tu veux, peut-être la pire faillite du début du siècle, a dit: je n'ai jamais vu ça de ma carrière, une compagnie aussi mal gérée en termes de gestion du risque. Et il faut avouer que on voit que c'est rudimentaire, hein, les espèces de balances sont comptabilisées sur un espèce de truc Slack, enfin tu vois, comme un channel Slack. C'est comme si par Teams, avec tes collègues, tu gérais, je sais pas, la comptabilité d'une banque. Enfin, tu t'attends évidemment à une banque qui gère des milliards de dollars d'actifs, avoir quand même des systèmes de surveillance beaucoup plus accrus. Tu vois que la plupart des dépôts, et c'est pour ça que c'est encore difficile de dire est-ce que c'est réellement un Ponzi ou pas. Tu vois que la plupart des dépôts en fait étaient faits dans des espèces de jetons qui étaient prêtés à Alameda Research, donc c'était comme une espèce de... Les gens, ils investissaient dans une banque, ou ils déposaient dans une banque, et c'est comme si cette banque-là, elle mettait tout l'argent dans un espèce de hedge fund lugubre, on ne sait pas trop comment il fait de l'argent, qui prend des positions évidemment extrêmement risquées. Donc c'est comme si vous alliez à la banque, puis cette banque-là, elle s'amusait à jouer votre argent au casino, tu vois, c'est un peu comme ça, et c'est vrai que c'est là pour le coup, c'est là où on parle de wire fraud en anglais, donc une fraude par des moyens électroniques, c'est le terme qui est utilisé d'une manière juridique. Puis tu as le fameux securities fraud, où tu veux dire que tu as un mensonge qui a été apporté aux investisseurs. Et là, c'est vrai que c'est le cas, SBF est dessus. À noter d'ailleurs que sa copine ou son ex-copine, la fameuse Caroline Edison, elle a plaidé coupable pour le coup de fraude. Donc elle s'expose peut-être à une sentence un peu plus faible puisqu'elle a plaidé coupable. Donc peut-être qu'elle va discuter évidemment, probablement très accueillie, accompagnée par ses avocats à probablement très cher de l'heure, pour essayer d'aller sortir évidemment de ce pétrin. Mais évidemment, toute la famille d'ailleurs de SBF est d'ailleurs dans le trouble et dans le radar des régulateurs, parce qu'il semblerait que eux-mêmes ont utilisé l'argent de la banque pour pouvoir s'acheter des villas à plusieurs dizaines de millions de dollars dans les Bahamas, alors que pourtant ce sont des avocats d'ailleurs de formation, les deux parents de SBF. Même chose pour les parents de Caroline Edison. D'ailleurs, vous regarderez, c'est même plutôt comique, là, mais bon, ça c'est un peu à côté de l'histoire, et puis ensuite je te rendrai la parole, JP, là, mais il semblerait qu'en plus il y avait un fonctionnement qui était complètement kafkaïen dans cette entreprise-là, des gens qui n'avaient même pas de diplôme, qui étaient dans un département de risque, des gens qui, apparemment, il y avait un espèce de harem dans cette espèce d'appartement qui servait de siège social de l'entreprise, avec des histoires de cul, hein, pour pas dire, entre SBF, sa copine, enfin, etc. Donc c'était complètement n'importe quoi. Ils prenaient tous des drogues constamment.
Donc on a l'impression d'être dans un mauvais polar ou dans une espèce de mélange entre le loup de Wall Street et Bernard Madoff. Enfin, on est comme dans une espèce de folie furieuse. Et c'est pour ça qu'on parle, d'autres personnes pourront parler de Ponzi, c'est que finalement, en fait, l'argent a été utilisé, consommé de manière personnelle par SBF, et il y a une structure juridique complètement faite, si tu veux, pour tromper l'investisseur. Donc c'est vrai que c'est ça où ça pose problème, et on va se dire aujourd'hui qu'est-ce que va considérer la justice dans les prochains mois. Je pense que c'est tout l'enjeu évidemment, et la question qui va se poser. Non, exact. Puis, je pense qu'il y a beaucoup des problèmes. Je pense qu'il SBF était tellement public avec son image et tout. Là, on parlait d'une comparaison avec Madoff. Le Madoff était beaucoup plus privé. Aimait être aimé, si on peut dire. Là, mais je pense que c'est un peu le même cas pour SBF, mais tellement public, tellement ouvert. Comme je dis, je n'en reviens pas encore des podcasts dans lesquels lui-même se questionne presque ouvertement à savoir, ouais, c'était peut-être un Ponzi. Finalement, c'est fou là, dans le monde de la finance de sortir du contenu qui peut rester comme ça éternellement. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, on va dire ça en bon anglais québécois, là, mais je trouve ça flabbergastant. Sinon, un autre point qui est important à soulever, là, présentement, il est entre guillemets libre là, durant sa procédure. Là. Il a payé son bail qui était 250 millions de dollars là, US le 22 décembre 2022. Il est forcé de rester chez ses parents. Là, justement, tu l'as mentionné, là, M. Joseph Bankman et Barbara Fried, qui, tu l'as dit, étaient avocats, sont également professeurs là, à l'université Stanford en Californie. Ils n'ont pas sorti publiquement je pense qu'il y avait 3 personnes, là, ils n'ont pas sorti publiquement qui avait permis d'accumuler les 250 millions de dollars. C'est certain que plusieurs disaient que bon, sa fortune avait complètement été liquidée. Tu l'as bien mentionné, c'est beau le chiffre de dollars qu'il y avait dans son compte en banque, M. Bankman-Fried, mais je veux dire, il y a énormément de fonds qui étaient dans des actifs immobiliers, etc. Donc, je suis pas certain qu'il se retrouvait soudainement à zéro lorsque FTX est tombé. Mais quand même, 250 millions, c'est pas comme si le juge lui avait fait une faveur en mettant un bail qui était très bas. Là. C'était pas un petit montant. Donc, tu sais, ça va être une procédure qui va être, à mon avis, très longue. À mon avis, la sentence, il n'y aura pas moyen de passer à côté. Là. Ça, c'est clair et précis, comme on l'a dit. Ce serait un Ponzi ou une fraude qui serait dans une industrie qui aurait déjà été existante et tout, puis il aurait pu trouver X, Y raison sur le fait que c'était pas si pire que des comparables comme Madoff l'était, ok. Dans le contexte des cryptos, je pense que vu que c'est relativement une première de cette ampleur-là, ça va être un cas d'exemple qui va être mis en place et c'est un peu le problème. Encore une fois, bon, la crainte va toujours être de voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Là, moi, c'est ce qui m'inquiète et c'est ce que vous voyez également avec Madoff, c'est lorsque tu vois que la fin arrive et que la sortie de fonds massive arrive, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de voir s'il n'y a pas d'autres compagnies, d'autres CEO qui sont un petit peu dans le même bateau qui vont pas essayer d'avoir le easy way out et juste de tout liquider ou tout partir ou peu importe. Là. Mais j'ai peur que ça ait un trickle-down effect une fois qu'ils vont sortir publiquement sa sentence. Bref. Après, ça reste une affaire qui va rester hyper intéressante, justement, même pour tu l'as dit, de cas d'école, de précédents, parce que vous savez que la justice américaine, en plus, fonctionne sur le principe de la jurisprudence. Donc, c'est les cas précédents qui font les autres cas, en fait, alors que, bon... nous, notre approche, en tout cas, je parle pour mes compatriotes français, on est beaucoup plus dans une approche de droit civil, donc où la jurisprudence a beaucoup moins d'importance, mais c'est vrai que rien que pour ça, ça va avoir un intérêt. Si je peux noter par contre, c'est clair, une petite différence par rapport à Madoff, c'est clair, c'est le côté, est-ce qu'on a réellement investi ou non, en fait. C'est plus ça aussi la question, c'est est-ce qu'on a divulgué à l'investisseur tous les risques, en fait, c'était peut-être ça. Alors que Madoff, clairement, il y avait un mensonge depuis le début, de dire votre argent, j'ai ma stratégie des fameux collars là, ou je sais plus comment il appelait ça, qui était un espèce de bull spread pour ceux qui s'intéressent aux options. Tu vois, alors que chez FTX, en fait, c'était investi, mais dans un truc qu'on t'a pas dit dès le début, et en fait, au final, tout a pété, donc c'est tout l'intérêt. Hein. Non, exact. Mais je pense que le constat reste le même. Là. C'est drôle, mais c'est quand c'est trop beau pour être vrai, et c'était un petit peu ça avec la flambée des cryptos et la flambée de FTX et du coin de FTX. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est là qu'il faut se poser des questions. Il n'y a jamais rien qui gagne pour tout le monde. Même chose à l'époque, lors des fameux Wall Street Bets. Là. Donc je pense que on le voit assez vite quand tout paraît trop beau pendant X nombre de temps pour quelque chose, mais il y a souvent une baffe qui s'en vient pour beaucoup de personnes, des gagnants et des perdants, c'est toujours la fameuse somme nulle. Toujours des gagnants et des perdants dans les marchés, donc ça c'est important de s'en souvenir.
Je pense que FTX est un autre bel exemple de ça. Malheureusement, maintenant, encore une fois, beaucoup d'investisseurs qui ont perdu énormément de liquidité et tu l'as mentionné, malgré le talent du CEO actuel qui s'est occupé d'Enron, c'est très difficile de récupérer des fonds et encore pire, à mon avis, dans les cryptos, sachant que les seuls fonds qui auraient peut-être pu récupérer en partie au-delà des propriétés, etc., des voitures et whatever, qu'est-ce qu'ils pourraient récupérer en termes d'investissement qui était fait à l'extérieur de la compagnie, ça reste que ce qui reste au-delà des comptes bancaires liquides en US, par exemple, mais tout ce qui est lié au coin, mais le coin s'est planté complètement. Il y avait eu également, on s'en rappellera, une fois la chute de FTX, il y avait également des problèmes là, avec du piratage informatique. Là, donc, tu sais, c'est extrêmement compliqué, à mon avis, encore plus de faire une liquidation pour rembourser, par exemple, les créanciers ou redonner un petit peu aux clients qui ont été floués quand on est dans un contexte de crypto. Là. Donc, c'est là où j'ose espérer que la SEC et la Commission des commodités américaines vont peut-être réaliser que ça peut pas rester en marge, même si on le dit que c'est une compagnie privée pareil, ça reste qu'il y a quand même beaucoup à faire, à mon avis, pour légiférer ça. Et souvent, ça prend des cas où il y a énormément de fonds qui disparaissent pour qu'il y ait des actions, malheureusement. C'est toujours comme ça, là, pour qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui soit un abus au préalable. Espérons que ce sera le cas et que, encore une fois, comme j'ai dit, j'ai toujours espoir que ce soit un building block favorable à la régulation pour l'effervescence des cryptos. Et là, tu me dirais que c'est des belles paroles gables, mais c'est ce que je crois réellement. Certains voient le fait de l'arrivée de régulation comme étant un élément qui limiterait énormément les capacités de la blockchain et des cryptos. Moi, je ne le crois pas. Je pense que ça permettrait justement de couvrir le gap qui existe présentement entre les investisseurs plus réguliers et qui ont une plus grande aversion au risque. Je pense que si la régulation arrive, ça serait probablement beaucoup mieux pour ramener un peu de stabilité dans les cryptos qui ont eu des temps un petit peu difficiles dans les derniers mois. Mais bon, à suivre, là, mais voyons voir qu'est-ce qui se passe avec SBF. Mais comme je dis, le topo d'aujourd'hui était pour faire un suivi, mais pour aussi faire l'espèce de petite corrélation qui n'est pas exacte, mais qui reste quand même intéressante avec Madoff. Et encore une fois, de vous dire allez écouter l'épisode, pas l'épisode, mais la série Netflix, là, très bonne, et on verra peut-être dans quelques années, il y aura une série Netflix sur SBF. Comme tu l'as dit, c'est digne d'un film d'action, là, ce truc, donc c'est sûr que ça risque de sortir. Bah c'est ça, je vois vraiment ça comme un espèce de mélange, c'est ça, entre... je te dis, entre ces histoires du loup de Wall Street qui était complètement drogué en permanence et je trouve l'affaire Madoff, parce que c'est ça, il y a le côté, c'était plus financier pour le coup, ce que faisait SBF là, parce qu'il y avait des hedge funds, etc. Et le côté, on va dire, plus déjanté du loup de Wall Street, en tout cas. D'ailleurs, je trouve que Netflix, c'est plus un aparté, là, puis je te promets, après, je rends l'antenne, en tout cas pour le deuxième segment, là, mais vraiment, les documentaires, pour le coup, de Netflix financiers sont vraiment excellents, donc... franchement, chapeau. Reed Hastings, si tu nous écoutes, continue. En tout cas. Ouais, continue à perdre des abonnés mensuels, mais essaie de t'en sortir avec les liquidités sur le côté. Si t'en lances plus, je suis sûr qu'il va y en avoir plus. En Effectivement. Donc c'est ce qui conclut le premier segment. Passons maintenant au deuxième, le place au débat. Parfait. Donc, on voulait faire un petit point. On avait parlé du sujet à l'époque sur les élections brésilienne là, qui avait amené en suivi là, Lula à la présidence. On a vu dans les derniers jours Bolsonaro qui s'est envolé vers la Floride pour ne pas être présent pour la passation de l'écharpe, si je ne me trompe pas, là, qui est une tradition au niveau de la passation de la présidence au Brésil là, vers Lula. Donc il n'était pas présent pour la première fois depuis X temps. Je ne suis même pas sûr que c'est déjà arrivé, ça fait faire des dizaines et des dizaines d'années. Et que bon, ça je sais que c'était un topo qu'on en parlait, là, mais bon, vu Bolsonaro se promène tranquillement en Floride dans des supermarchés et dans des KFC, là, ce qui est un peu fou à la base et qui a l'air de vivre sa vie comme si de rien n'était, avec une protection extrêmement limitée. Et pendant ce temps-là, on a vu dans les derniers jours qu'est-ce qui s'est produit à Brasilia, avec un peu les mêmes événements que les fameux riots du Capitole qui s'étaient produits aux États-Unis le fameux 6 janvier. Donc on se retrouve avec presque un copier-coller, donc des personnes de l'extrême droite qui étaient du côté de Bolsonaro qui venaient d'être défaits. Il y a un peu la même approche de Bolsonaro, était très proche de ne pas vraiment concéder, de ne pas nécessairement reconnaître les résultats, et ça a enflammé au même niveau une bonne partie de la population parce que les résultats de l'élection brésilienne n'ont pas été tant différents de ce qui s'est produit avec Biden versus Trump. Ça reste que c'était extrêmement serré et le Brésil est extrêmement aussi divisé entre la gauche et la droite parce qu'on sait que Lula est beaucoup plus à gauche. En fait, c'est littéralement, selon moi, plus à gauche que Biden.
Donc on se retrouve avec un pays qui est autant divisé et qui a décidé de faire un peu la même chose, donc une montée populaire violente envers l'establishment politique à Brasilia. Ça a été également avec la Cour suprême. J'avoue que ça a pris même une ampleur quand même assez considérable avec le fait que c'était pas seulement l'équivalent là, du Capitole, là, pas seulement la Chambre des représentants brésilienne, mais également, si je ne me trompe pas, presque les bureaux présidentiels et également la Cour suprême. Donc quand même, c'est plus large là, quand on parle également de la justice et tout. Il y a eu, les images étaient, vous avez probablement vu passer ça un peu partout, là, ça a fait le tour de manière un peu moins imposante que Washington DC, mais ça reste quand même significatif. Et l'inquiétude et le but du place au débat, c'est d'avoir cette discussion-là, de dire, l'extrême droite, dans un contexte électoral, et on sait que c'est quelque chose qui existe dans la majorité des démocraties, et la démocratie en fait partie. C'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion. Mais le fait qu'on se retrouve maintenant dans un contexte démocratique où ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis devient un peu une option récurrente dans certains pays. Le Brésil, c'est littéralement ça. C'est le 6 janvier en version brésilienne. Je crois que ça fait 2 ans. Donc c'est un petit peu inquiétant de voir ça et ça met un petit peu une prémisse à savoir qu'est-ce qui peut se passer et on sait que la France a également vos propres défis avec les antipodes politiques qui peuvent se présenter, qui peuvent avoir un impact sur les présidentielles. Donc c'est un peu ça qui est inquiétant. Dans aucune démocratie, une passation en anglais safe, là, mais sûr et protégé du pouvoir et honnête du pouvoir ne devrait pas être fait. Ça devrait toujours être le cas et ce n'est pas normal que ce soit toléré dans les démocraties mondiales et encore plus dans des pays qui ont des envergures quand même assez notoires. Les États-Unis, ça a fait planter tout lorsque c'est arrivé. Je pense que le monde était mis sur pause à savoir qu'est-ce qui allait se produire lors de l'assaut du Capitole. Le Brésil, c'est la même chose. C'est pas un petit pays. Leur importance sur l'échiquier mondial, autant en économie qu'en politique, qu'en finance, qu'en you name it, reste extrêmement significatif. Et ça ne peut pas être toléré. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? C'est un peu ça la question. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui peut être fait, autre qu'il faut que tout le monde s'entende pour dire que ce n'est pas normal et il faut tenir les présidents ou les candidats politiques qui sont... Et c'est la même chose pour Bolsonaro, qui avait un peu... qui était fasciné par Trump, à mon avis. Qui a fait ça avec une manière très indirecte. T'sais. Personne ne peut dire que c'est lui qui a appelé les personnes qui étaient fans et les personnes qui l'appuyaient d'aller faire un assaut à Brasilia au début 2023. Mais ça reste que c'est directement lié au vocabulaire qu'il avait et je pense que ce n'est plus acceptable de faire ça. Maintenant, je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Je pense que les divisions restent encore plus imposantes. Et je parlais de la France tout à l'heure. Le Canada est un peu dans le même contexte, de manière beaucoup plus modérée. C'est souvent ça le Canada, mais on a également un défi quand même assez notoire entre le Parti libéral qui est plus à gauche et le Parti conservateur qui remonte présentement avec son nouveau chef qui est plus à droite. Donc c'est un peu ça le débat. Je me dis c'est un replay qui est extrêmement malheureux. J'ai pas vu les données au niveau des blessés ou des décès là, donc ça vous m'excuserez. J'ai pas les statistiques, je pourrais essayer de les trouver lorsque Gab tu pourras partager un petit peu ton opinion sur ce qui s'est passé. Mais ça reste que même s'il n'y aurait pas eu de morts ou de blessés, il y a eu c'est une prise violente d'un lieu démocratique. Il y a eu bien évidemment des bris. Je sais qu'il y avait eu des attaques contre l'équivalent de la police du Capitole au final, mais en mode Brésil. Donc ça reste quelque chose qui ne peut pas avoir lieu et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'arrestations. En fait, l'armée a été appelée beaucoup plus rapidement, je pense, et ils n'ont pas eu le même le même aspect de restriction, si on peut dire, que les États-Unis ont eu. Là. La préparation du Brésil avait l'air d'être quand même beaucoup plus solide. Il y a eu des milliers d'arrestations qui ont déjà eu lieu. C'est ce qui a facilité, à mon avis, la tâche par rapport aux fameuses poursuites qui a eu lieu après les faits là, pour le Capitole en 2021. Là. Donc, grosso modo, c'est pour faire un suivi. Ça, à mon avis, c'est inacceptable. C'est juste triste de voir que ça se produit à nouveau et c'est juste triste que c'est presque rendu une constante qu'un parti, peu importe c'est quoi l'extrême, je ne veux pas dire que c'est typique uniquement de l'extrême droite. Mais ça n'a pas de bon sens qu'une élection dans un pays démocratique se termine comme ça. En fait, c'est comme on le disait, c'est un pilier de la démocratie qui va tomber et au final, on va juste tomber dans tous des régimes autoritaires, puis n'en parlons plus. Ça ne sert à rien si on n'est pas en mesure de s'entendre pour passer le pouvoir de manière adéquate. Et je pense que le Brésil montre un autre beau cas que les États-Unis en 2021 ont eu un impact épouvantable sur l'humanité et sur la démocratie. Et
le bris qu'ils ont eu est presque plus majeur que la contribution que les États-Unis ont eu dans les 2 dernières années au niveau de la démocratie. Je pense qu'ils ont plus brisé la démocratie mondiale que y contribuer, à mon avis, ce qui est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ouais, bah c'est une espèce de bis repetita, comme tu l'as dit, JP, de la table du Capitole. Hein. On voit exactement le même scénario. À noter que, par contre, que comme tu l'as dit, l'attaque s'est faite sur plusieurs endroits du pouvoir, ce qui est encore plus, on va dire, symbolique versus l'attaque du Capitole, qui touchait juste le pouvoir législatif. Il faut savoir qu'à Brasilia est la capitale du Brésil depuis les années 70, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur Google Maps, ça je fais un aparté là, mais ça ressemble, c'est une architecture qui a été construite en fait sous forme d'un avion, en fait, vue du ciel, vous pourrez le remarquer. Et cet endroit-là, donc, s'appelle la place des trois pouvoirs, comme son nom l'indique, est non seulement le siège du Parlement, donc du Sénat et de la Chambre des représentants au Brésil, de la Cour suprême du Brésil, qui est le symbole du pouvoir judiciaire, et de l'équivalent, en tout cas, de la Maison Blanche, donc le palais présidentiel. Ils n'ont pas réussi, évidemment, à rentrer, fort heureusement, dans le palais présidentiel, mais évidemment, on a vu les premières images, en tout cas dans les différents journaux télévisés, puis en tout cas sur les chaînes d'infos en continu, là vous voyez que les bâtiments étaient complètement défoncés, un peu à la mode prise du Capitole. On a vu des gens rentrer dans le bureau de Nancy Pelosi aussi, qui représentait tout ce que l'extrême droite, parce que là on peut vraiment parler d'extrême droite, déteste, qui est en gros le centre-gauche, etc. Donc là en l'occurrence, dans le cas de Bolsonaro, on sait que c'est un vote qui est non seulement biaisé politiquement, puisqu'on sait que le Brésil, entre les deux camps, en tout cas, qui sont en opposition, le camp pro-Bolsonaro, qui est plutôt le vote évangéliste, qu'on pourrait comparer en fait aux républicains américains, et le vote du parti libéral, donc, qui est le nom du parti de Lula da Silva, qui est pour le coup un parti plus de gauche, hein, pour le coup, plus à gauche par exemple que l'équivalent des démocrates. Donc c'est clair qu'il y a des très grandes distensions en fait dans la société brésilienne, qui fait qu'aujourd'hui on a un scénario, je me répète encore une fois, une troisième fois, mais similaire à ce qui se passe dans la plupart des démocraties occidentales. Tu l'as mentionné, JP, l'exemple canadien. Je pense que l'exemple évidemment le plus visuel, évidemment, c'est encore une fois l'Amérique, mais il y a aussi l'exemple français, tu l'as bien dit. C'est vrai que c'est même l'exemple, par exemple, italien récemment, avec l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir. On en avait parlé précédemment dans le podcast. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es prêt à accepter, si tu veux, le fonctionnement de la République et le fonctionnement de la démocratie tel qu'on le connaît. Oui, il y a des élections. Les partisans de droite, à chaque fois qu'ils perdent, ah bah oui, les élections sont truquées, on ne sait pas trop comment, ils sont incapables de t'expliquer correctement comment ça marche. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ces dirigeants d'extrême droite, et encore une fois, vous ne pourrez pas m'accuser d'être un pro-gauche, etc. Enfin, vous le savez, maintenant, après 2 ans et demi de podcast, je suis pas non plus, je suis pas communiste, loin de là, mais faut savoir à chaque fois qu'ils essayent de s'acheter, on va dire, des fausses, des raisons, on va dire, des façons de s'éloigner de la scène politique au moment où il y a un incident, tu vois. Trump a dit, ah bah moi, j'ai rien organisé du tout, j'ai juste été devant le Capitole à dire, oui, je suis pas content, les élections sont truquées, etc. Là, en tout cas, Bolsonaro, il fait un voyage comme par hasard au Brésil, aux États-Unis, à Miami, pour essayer de s'acheter un espèce d'alibi. Donc, c'est assez particulier. Et puis, on voit que, le scénario bis repetita. Et malheureusement, la seule façon de combattre ça, c'est soit par les idées, c'est-à-dire de convaincre que c'est pas bien pour la démocratie, évidemment, de faire ça. Et évidemment, c'est illégal, et je pense que les sanctions vont être très 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 sévères. En tout cas, je pense que le système judiciaire brésilien est un peu plus strict que dans la plupart des démocraties occidentales. J'aimerais pas trop expérimenter la geôle au Brésil, là. Je pense que ça doit pas être hyper sympa, là. Surtout que tu dois pas être avec des enfants de cœur à côté dans ta prison, là, mais je pense que on va se poser énormément de questions là-dessus. Ça, c'est la première solution que je vois. Puis la deuxième, c'est ça, malheureusement, c'est la force. Hein. C'est que t'as pas le choix d'y aller avec, évidemment, des répressions policières et d'être beaucoup plus strict, évidemment, de ce qui va se passer
tu vois, dans la rue, d'aller contester et faire en sorte de protéger avant que ces personnes-là agissent, tu vois. Et là, pour le coup, c'est un travail d'investigation, un travail évidemment de déceler des réseaux d'extrême droite, comme il y a pu en avoir, par exemple, dans les années 30, dans les années 40, etc. Donc, même chose avec les réseaux communistes, etc. Donc, c'est des choses, moi, je donne des pistes en l'air, évidemment, j'ai pas de solution magique. Si vous en avez, exprimez-vous en commentaire, puis peut-être présentez-vous à la présidentielle brésilienne, si vous êtes brésilien, mais malheureusement, j'ai pas trop de solutions magiques, et je pense que c'est ce que j'ai à travers la tête que je vous partage aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, je pense un des conseils qu'il faut pas oublier, puis c'est une réflexion que je me faisais moi-même lorsqu'on voulait parler du sujet, c'est on dirait qu'on est né dans la démocratie, puis on prend pour acquis que c'est presque quelque chose qui, justement, qui est un acquis, qui est là pour rester, alors qu'en réalité, si on regarde les États-Unis, c'est un autre contexte, le Canada, la France, etc., oui, le Brésil, ça fait depuis 80 que la démocratie est de retour seulement, là. Donc, tu sais, qu'est-ce qui était là avant la démocratie? C'était quelqu'un qui était au pouvoir de force, et c'est justement par des reprises du pouvoir par l'armée ou par la population. C'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'un régime change. Donc, faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui est impossible. Un coup d'État, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les films ou c'est pas des trucs historiques qui ne peuvent pas se reproduire. Donc, c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'on se dit, bon, mais les démocraties occidentales sont là pour rester, sont solides, etc. Les élections le prouvent, les cycles fonctionnent, etc. Les cycles sont adéquats et permettent d'avoir des débats intéressants dans des élections qui sont pas non plus aux 10 ans, qui pourraient entraîner des montées populaires. Donc, tu sais, ça reste quand même qu'il y a des problèmes et ça reste que le Brésil est un autre très bon exemple que depuis 80, ça fait pas une tonne d'années, ça fait 43 années à peu près, depuis les années 80 seulement, on se retrouve quand même avec une possibilité que les systèmes changent et c'est là où moi je me dis qu'est-ce qui se passe si, et comme je le mentionnais, j'ai lu un petit peu plus là-dessus à l'instant, il n'y a pas d'annonce de décès ni rien, on parle de 1500 personnes qui ont été arrêtées déjà. Mais ça reste que qu'est-ce qui se serait produit si le gouvernement avait été renversé? Qu'est-ce qui s'était produit si quelque chose était arrivé à Lula? Ben, c'est un bordel. Le Brésil qui revient complètement à ce moment-là, c'est comme on l'a dit, c'est pas un petit pays et ça vient brasser beaucoup de choses de manière extrême au niveau mondial. Donc, tu sais, c'est une question qu'on doit se poser et comme on l'a dit, je pense qu'il n'y a pas de réponse et c'est un peu ça souvent les places au débat, là, c'est de mettre l'emphase sur un événement qui était significatif, de donner un peu notre avis. Mais tu sais, je pense qu'on n'est pas président de pays d'aucune manière et on n'a pas d'appréhension politique les deux pour le déterminer, mais je pense que c'est des inquiétudes qui sont légitimes. Et c'est des inquiétudes qui, on l'a dit, sont présentes partout à côté de chez nous. On trouvait des exemples, mais l'Italie également, on a connu beaucoup d'extrêmes dans des débats pour des présidentielles. Tu sais, c'est quelque chose qui peut prendre de plus en plus d'ampleur et c'est par des événements de société significatifs comme l'ont été la pandémie et comme vont l'être potentiellement les prochains mois avec la potentielle récession ou le fait que l'économie va aller mal, l'inflation qui pourrait être stagnante et rester élevée pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, ce gap-là entre les idéologies va continuer à s'enflammer et va continuer à poser des problématiques. On n'est pas dans un contexte où tout le monde se tient autant main dans la main, on est dans un contexte où il y a des sujets qui sont extrêmement polarisants et également des plateformes, sans nommer Twitter, mais différentes plateformes et une capacité médiatique de pouvoir réellement faire extrêmement de dommages de manière collective. Souvent, tu peux penser que tu as un avis et que tu peux pas le partager, alors que maintenant, si tu as un avis qui est extrême, tu peux aller sur n'importe quelle chaîne et tu vois que tu as 100 000 personnes qui pensent la même chose que toi. Soudainement, tu vas vouloir le partager. La capacité de développer des groupes qui s'opposent et qui s'extrémisent un peu est beaucoup plus présente en 2022. Je pense que 2022-2023, je pense que ça fait partie, encore une fois, de toute bonne démocratie d'avoir des opinions distinctes, mais il faut qu'on ait des fameuses agoras à l'époque. Là. On dirait qu'on revient dans les Age of Empires. Là. Mais il faut développer des manières de bien communiquer, peu importe qu'on ait des idéologies qui soient différentes. C'est quelque chose qu'on doit vraiment mieux travailler et ce n'est pas le cas du tout. Et je pense que c'est ce qui va mettre à risque n'importe quelle élection dans n'importe quel pays présentement où, bien évidemment, il va y avoir des candidats de droite et de gauche qui vont s'opposer pour l'obtention du rôle de chef d'État. Mais on le voit souvent dans les partis et les États-Unis en sont un bon exemple. Les extrêmes restent avec, et on l'a vu avec ce qui s'est passé avec McCarthy, les extrêmes restent avec un énorme pouvoir au niveau du décisionnel. McCarthy a au final plu à une vingtaine de personnes en donnant beaucoup de concessions, alors que la majorité des personnes du côté républicain étaient déjà de son côté. Mais il a dû aller chercher des concessions énormes pour une minorité qui a vu et que ça donne un exemple que les personnes d'extrême droite aux États-Unis ont pu obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, je trouve que le cas du Brésil
mis en lien avec le cas de la Chambre des représentants, mis en lien avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, le 6 janvier aux États-Unis, montre très bien que la mèche des discussions ouvertes, des débats ouverts, est beaucoup plus courte. Si quelqu'un ne partage pas mon avis, tant qu'à débattre, pourquoi pas juste décider de faire une montée populaire X, Y, Z sous n'importe quelle manière. Je trouve que ça semble être quelque chose qui est beaucoup plus courant et qui n'est pas très très rassurant pour justement la logique qu'on est des enfants de la démocratie qui se sont jamais vraiment posé de questions à savoir c'était quoi un autre système que ça. Je pense qu'on le chérit trop et il faut qu'on le réalise. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui se règle facilement et c'est pas quelque chose qui se règle non plus avec un petit projet de loi qui prend 2 semaines à faire. Donc j'ai hâte de voir, mais je le rappelle et je pense que c'est un bon constat pour nous deux qui ne sommes pas tout le temps sur les mêmes avis, mais également pour l'ensemble des auditeurs. Là, mais si vous voulez avoir des débats, ayons des débats ouverts, soyons ouverts d'esprit. Là, on a juste une vie, YOLO, pour ne pas mettre ça pour l'éternité dans un podcast, mais c'est triste, mais c'est ça. Ayons des débats adéquats et arrêtons de faire des niaiseries à des transitions de pouvoir. Et si on est des personnes politiques, des membres élus, ben c'est terminé le fait de ne pas respecter un décorum de transition de pouvoir basé sur la paix et sur le respect. Ça ne fait pas de sens et ça ne devrait jamais être dans une possibilité pour un homme d'État, à mon avis. Mais encore une fois, je ne suis pas homme d'État. Mais je pourrais me... Mais JP, avec ce discours, je pense, pour avoir le prix Nobel, pour le coup, parce que c'était... Non, mais pour avoir un prix Nobel de la paix, pour avoir un prix Nobel de la paix, ça c'est une parenthèse, il faut qu'on soit au top de la FIFA. Ça, on le rappelle et on salue monsieur Infantino. Ouais, Gianni Infantino, je pense qu'il pourra attendre pas mal d'années son prix Nobel, mais... T'as exposé des points assez intéressants, et puis j'avais un truc que je trouvais assez intéressant aussi, que je souhaitais partager quand même, pour savoir ce système-là de la démocratie. Vous savez, on a un podcast de finance, vous voyez qu'on peut parler aussi d'autres sujets, c'est le but, hein, d'avoir des discussions ouvertes, et vous voyez, de pas être toujours d'accord, mais de savoir reconnaître ce que l'autre personne dit de vrai, puisque nous-mêmes on dit de vrai, etc. Enfin, tu vois, d'avoir une culture de débat franc, je trouve que c'est hyper important. Et je pense qu'il y a un premier facteur, c'est la question d'éducation. C'est peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être 20 ou 30 ans, dans le système éducatif qu'on n'a pas assez chéri ce système qu'est la démocratie, que oui, il a ses imperfections, puisque la République, par définition, elle fonctionne, c'est qu'on représente, on élit des représentants qui ne sont pas évidemment... parfaits, sont même plutôt incompétents sur beaucoup de sujets. Enfin, ça sert la monarchie, au moins moi je salue mon monarque et je vais remettre mes denrées. Oui, c'est ça. Alors bon, au Canada c'est un peu particulier parce qu'on a une monarchie constitutionnelle, parlementaire même, donc qui fait que le monarque n'a pas vraiment de pouvoir, mais que on a des élus qui sont là pour nous représenter, qui sont pareils, qui sont imparfaits, mais que quand même ils font quand même leur travail. Ça doit être un travail qui est évidemment pas facile, surtout en ce moment. Enfin, il faut être honnête, hein, c'est pas évident. Même chose en France. Bon, notre monarque, c'est un monarque présidentiel, comme on dit. C'est un peu l'expression qu'on utilise. Et ça, c'est le premier point, tu vois. Donc, une erreur peut-être de formation à la démocratie. Donc, peut-être qu'il va falloir repenser, évidemment. Peut-être qu'au Brésil, c'est quelque chose qui va être repensé. Alors, transmettre le goût de la démocratie, puis du respect de la victoire et malheureusement de la défaite. C'est comme ça aussi. Donc, je pense que c'est le premier truc. Puis le deuxième truc que je trouvais marrant, c'est plus une anecdote, mais je regardais les classements du Democracy Index. Je vous recommande d'ailleurs d'aller y faire un tour. Vous pouvez les trouver sur Wikipédia, c'est hyper rigolo là. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, les pays d'Amérique latine et de l'Amérique Caraïbe, ont baissé en fait de manière systématique en fait depuis une dizaine d'années en fait dans leur classement. Donc, ils ont presque perdu 1 point. Je crois que c'est sur 10 la note. Ce qui est quand même assez important, alors que dans l'autre côté, la plupart des autres pays, en tout cas plutôt d'Amérique du Nord, Europe, ont un classement qui est resté très légèrement similaire ou très légèrement inférieur avec l'effet Covid, restrictions, etc., qui a un peu biaisé les chiffres, en tout cas pour 2021. Là, donc c'est quand même bon à noter. On voit que c'est imparfait. D'ailleurs, vous verrez dans le classement avec la fameuse heatmap qu'il y a dessus, qu'il y a certains pays que vous voyez qui ont progressivement... transitionner vers des régimes autoritaires. D'ailleurs, 2021 et 2022 ont été 2 années exceptionnelles dans l'art des coups d'État. D'ailleurs, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'est positif, mais il y a eu un coup d'État en Mali, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, il y a eu des tentatives de coup d'État en Arménie.
au Nigeria, il y en a eu aussi, je crois, au Guinée-Bissau aussi, qui fait que il y a eu énormément de conflits, alors, principalement en Afrique, et de tensions qu'on crée, si tu veux, des situations où tu ne respectes plus l'autorité du peuple, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Vous verrez d'ailleurs dans le Democracy Index que justement d'autres pays justement sont sortis. Vous verrez que par contre la plupart d'entre eux malheureusement c'est pas des très bonnes nouvelles. Genre ce qui se passe en Égypte par exemple. Je vous invite à regarder aussi les classements les plus alors c'est pas très drôle, mais était les plus bas. Apparemment, le pays le moins démocratique en 2021, c'est l'Afghanistan avec 0,32 sur 10. Donc, en comparaison de la Norvège, je crois, qui a plus de 9,5 sur 10. Donc, ça vous donne un peu une idée, dire où est-ce qu'il faut peut-être pas immigrer. C'est un peu ça. Par exemple, vous pourrez faire un tour au Turkménistan avec 1,66 sur 10. Donc, en tout cas, vous verrez que d'ailleurs, même le Brésil, d'ailleurs, se classe pas très bien justement là-dessus. Il commence à baisser énormément en termes de notes. Donc, à voir. Puis ça peut vous donner une idée évidemment de comment, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et bon, je pense que ça peut vous donner des idées en tout cas de réflexion. Allez-y. Puis pour le coup, l'espace commentaire est là pour ça aussi. Non. Exact. Donc, c'est ce qui va mettre un terme à notre épisode d'aujourd'hui. Un épisode, bon, teinté un peu de suivi là, assez significatif sur deux événements marquants et qu'on avait fait déjà des petits topos, donc on trouvait ça assez intéressant. Donc merci tout le monde pour vos écoutes. Merci Gab, comme à l'habitude, pour ta participation, surtout dans les places au débat. Je trouve que c'est intéressant. Merci. Au niveau de la fluidité, je pense que aussi on a eu plusieurs bons commentaires là, parfois sur les places au débat qui évite parfois un peu la rhétorique et l'aspect très théorique de la finance qui fait du bien parfois là, dans le podcast. Tu l'as dit, de parler de politique, ça nous intéresse. Ça a un impact sur la finance et l'économie, on peut le dire. Là. Donc je pense que c'est toujours intéressant de le faire. Merci tout le monde à nouveau, là, comme je l'ai mentionné, pour vos écoutes. Vous pouvez nous retrouver comme toujours pour cette saison 6 sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les commentaires et les partages publics. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à aller mettre un thumbs up, allez mettre un commentaire, une question, une proposition de sujet public là, dans la zone commentaire. En même temps, si vous y êtes et que vous appréciez le contenu, allez vous abonner à la chaîne et mettez la cloche pour les notifications. Pour ceux qui veulent nous contacter ou communiquer avec nous, ont des idées de sujets, ont des partages d'opinions également sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui, mais veulent le faire de manière plus privée, continuez à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description sur YouTube. Et comme à l'habitude, pour la majorité d'entre vous là, qui nous écoutez sur les plateformes audio de podcasts, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, mon dieu, j'allais presque oublier Spotify, Overcast, Deezer, you name it, Amazon Podcast, peu importe quel système il y a maintenant sur lesquels on se retrouve, qu'il y en a de plus en plus, tu le mentionnes souvent, Gab, donc merci également de nous écouter là-dessus. Vous le savez, ça reste encore une fois très faible en termes d'utilisation pour les commentaires, donc si vous appréciez, allez mettre les likes sur les vidéos, ou les étoiles, ou le système de gradation là, de la chaîne également, allez vous abonner si vous le désirez, ça nous fait toujours plaisir. Continuez à partager en ce début d'année 2023 là, le contenu si ça vous intéresse, à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Comme on l'a dit, on voit énormément de croissance de la communauté grâce au système du bouche-à-oreille qui est le fondement depuis 2 ans et demi et c'est ce qu'on veut maintenir, c'est ce qu'on apprécie. Et déjà, je l'ai dit, le temps passe extrêmement vite, donc on se dit déjà très rapidement à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut tout le monde. Bye.